Salut les esprits curieux, je vous apporte une nouvelle analyse, cette fois sur la géopolitique profonde. Aujourd'hui, nous allons décortiquer un phénomène apparemment anodin, mais qui recèle les clés de la guerre de 5e génération que nous vivons actuellement. Je fais référence à cette dynamique perverse où les gens, souvent avec des ressources limitées et une vulnérabilité réelle, donnent leur argent, leur temps et leur confiance à une pléthore de figures, des influenceurs et streamers aux gourous du New Age, en passant par des coachs qui banalisent la mécanique quantique ou des promoteurs de théories complotistes. Nous allons l'analyser non pas sous un angle moralisateur, mais depuis la géopolitique. Comment est-il possible que les moins nantis finissent par enrichir ceux qui n'apportent aucune valeur tangible à la société? C'est un transfert de richesse inversé et, plus important encore, un transfert de pouvoir. Ce n'est pas un hasard. C'est un dessein, un mécanisme de contrôle social et d'anéantissement culturel qui bénéficie aux grandes corporations technologiques et aux puissances qui les contrôlent. Restez avec moi pour comprendre les entrailles de ce néocolonialisme numérique où la matière première n'est plus l'or ni le pétrole, mais votre attention, vos émotions et finalement votre argent. Premier point, le cœur du problème, l'illusion de la connexion et de la certitude. Le modèle néolibéral mondialiste, avec son dogme de l'individualisme extrême, a méthodiquement dynamité les structures communautaires qui donnaient une cohésion et sentiment d'appartenance, le quartier, les associations, même la famille élargie. Il a créé un désert social et un vide existentiel. Dans cette terre aride de solitude et d'incertitude, la figure médiatique, qu'il s'agisse d'un streamer, d'un coach ou d'un théoricien du complot, se présente comme un ami, un guide, quelqu'un qui comprend et a les réponses. Une figure parasociale qui simule une connexion réelle ou un accès à un savoir exclusif. Cette connexion simulée devient une nécessité psychologique. Le don, l'achat d'un cours, l'abonnement n'est rien d'autre qu'une tentative désespérée d'être reconnu par cette figure, de recevoir une miette d'attention ou de se sentir partie d'un groupe d'élus. C'est la marchandisation de la solitude et du besoin de certitude. Les plateformes le savent et l'exploitent. Le modèle d'affaires est la vulnérabilité émotionnelle et cognitive des masses. Deuxième point clé, c'est une forme de ludopathie numérique. Les dons sont conçus avec des mécaniques de récompense variables, identiques à celles d'une machine à sous. Petits dons, alertes à l'écran, son, la reconnaissance du streamer. Tout est un cycle stimulus-réponse qui génère l'addiction. Une génération d'accros à la reconnaissance numérique est en train d'être créée, prête à dépenser ce qu'elle n'a pas pour une dose de dopamine. Cela nous amène au concept du capitalisme de surveillance inventé par Shoshana Zuboff. Vos données, vos comportements, votre solitude, tout est extrait, analysé et utilisé contre vous. Les algorithmes ne vous montrent pas ce que vous voulez voir. Ils vous montrent ce qu'ils ont besoin que vous voyez pour vous garder accroché et enclin à dépenser. Vous n'êtes pas le client. Vous êtes le produit, et dans ce cas, c'est un produit qui, de surcroît, paie pour sa propre exploitation. La figure du gourou à succès, qu'il soit influenceur lifestyle, coach spirituel ou leader d'une communauté complotiste, est en soi un outil de propagande du système. Cela renforce l'idéologie néolibérale. S'il a pu devenir riche en jouant aux jeux vidéo, pourquoi pas vous? Le problème vient de vous, pas du système. Un sophisme brutal. Il détourne l'attention des problèmes structurels, le manque d'emplois dignes, l'inégalité rampante, la précarisation de la vie. Il vous offre une échappatoire, un pain et cirque numérique, tandis que le système réel continue de vous dépouiller de vos droits et de votre avenir. Cette industrie du divertissement banal est un gigantesque appareil de dépolitisation de masse. Un citoyen diverti n'est pas un citoyen qui remet le pouvoir en question. C'est un outil de contrôle parfait, volontaire, addictif et qui, de surcroît, génère d'énormes profits pour les plateformes anglo-saxonnes ou, comme nous le verrons, chinoises. C'est une guerre culturelle. Elle promeut l'individualisme extrême, l'hédonisme, la superficialité. Elle érode les valeurs de communauté, d'effort, de contribution sociale. Une société qui glorifie celui qui s'enrichit en ne faisant rien est une société en décadence. Et cette décadence est induite, elle est programmée. Une culture de la distraction est encouragée, où la pensée critique est pénalisée par l'algorithme, qui préfère le contenu rapide, facile et émotionnel. L'objectif est de créer un homo videns, un être humain qui regarde mais ne pense pas, qui consomme mais ne crée pas, qui obéit mais ne questionne pas. Maintenant, passons aux faits concrets, pour qu'on ne puisse pas dire que ce n'est qu'une simple opinion. Parlons de l'affaire TikTok. Premier fait concret, le cas des États-Unis contre TikTok. La loi signée en 2024, la Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act, oblige la société chinoise ByteDance à vendre TikTok ou à faire face à un blocage national. Le récit officiel est la sécurité nationale. Et il est correct, mais il faut le comprendre dans sa dimension géopolitique. Washington ne s'inquiète pas de votre vie privée qui est déjà exploitée par ses propres entreprises comme Google ou Meta. Ce qui les préoccupe, c'est qu'une puissance rivale, la Chine, contrôle l'algorithme. Celui qui contrôle l'algorithme contrôle le récit. Il contrôle ce que voient, ce que pensent et ce que ressentent des millions de jeunes. C'est une arme de sharp power, de puissance incisive.
La capacité de TikTok à influencer les tendances, les opinions politiques et même la santé mentale de la population est une menace directe à la souveraineté américaine. C'est une bataille pour le contrôle de l'infrastructure cognitive du XXIe siècle. Les États-Unis comprennent qu'ils ont perdu du terrain dans cette guerre et cherchent à le récupérer par la force légale. Deuxième fait concret, le blocage par l'Inde. Bien avant les États-Unis, en 2020, l'Inde a bloqué TikTok et 58 autres applications chinoises. La raison officielle était, encore une fois, la sécurité nationale, citant que les applications étaient préjudiciables à la souveraineté et à l'intégrité de l'Inde. Ce mouvement ne s'est pas fait dans le vide. Il a eu lieu juste après des affrontements militaires meurtriers entre l'Inde et la Chine à la frontière de l'Himalaya. L'Inde a parfaitement compris que la guerre ne se déroule plus seulement sur le champ de bataille physique. La guerre est aujourd'hui hybride et le cyberespace est un domaine central. Ils ont bloqué TikTok pour couper une voie d'espionnage massif de données et, plus important encore, un outil de propagande et de déstabilisation psychologique entre les mains de leur adversaire géopolitique. L'Inde a fait un pas audacieux dans la défense de sa souveraineté numérique, un exemple que l'Occident a mis des années à envisager. Ces deux cas démontrent, sans l'ombre d'un doute, que les plateformes de contenu banal ne sont pas innocentes. Ce sont des actifs stratégiques dans la lutte pour l'hégémonie mondiale. Et pendant que les États se disputent le contrôle de ces armes, le citoyen lambda est la chair à canon, la ressource à exploiter. Troisième fait concret, l'impact psychologique. De multiples études, comme celles publiées dans des revues de psychiatrie et de santé publique, j'en laisse quelques-unes dans la description, corrèlent l'utilisation excessive de ces plateformes avec une augmentation de l'anxiété, de la dépression et de la faible estime de soi, en particulier chez les jeunes. La comparaison sociale constante, la peur de manquer quelque chose, FOMO, et la recherche incessante de validation à travers les likes et les dons créent un environnement mentalement toxique. Ainsi, on ne se contente pas d'extraire l'argent des moins nantis, mais aussi leur bien-être psychologique. On leur vend un palliatif qui, en réalité, aggrave la maladie de la solitude et de l'aliénation. C'est un business parfait. Ils créent le problème, l'isolement, et vendent ensuite la fausse solution, la connexion parasociale, en faisant payer un tribut économique et mental. L'ampleur du problème est telle qu'elle est devenue une crise de santé publique silencieuse, mais avec des conséquences dévastatrices pour la cohésion sociale future. Maintenant, comme toujours, il ne manquera pas de commentateurs qui, sans approfondir, lanceront des attaques prévisibles. Anticipons-les. Précision 1, à ceux qui diront « Vous dites ça par jalousie? Vous aimeriez bien gagner cet argent ?» Je réponds « C'est une sophisme ad hominem, une tentative infantile de discréditer l'argument en attaquant la personne. » Ici, nous n'analysons pas des individus, mais des systèmes de pouvoir. Notre approche est structurelle. Il ne s'agit pas de Jean ou Paul le streamer. Il s'agit de l'architecture d'exploitation conçue par les corporations technologiques et son impact géopolitique. Confondre une analyse systémique avec de la jalousie personnelle est une erreur de catégorie. C'est ne pas comprendre la différence entre l'anecdote et le phénomène, entre l'arbre et la forêt. Le jour où vous comprendrez que le débat porte sur la souveraineté nationale et la santé mentale de la population, et non sur le succès d'un individu, ce jour-là, nous pourrons dialoguer. En attendant, cet argument ne révèle qu'une incapacité à la pensée abstraite et une défense naïve du système qui vous manipule. Précision 2, l'insulte classique, gauchiste, communiste, aigri. Je vous le dis, les catégories de gauche et de droite du XXe siècle sont totalement obsolètes pour analyser le monde multipolaire du XXIe siècle. Aujourd'hui, la véritable ligne de démarcation se situe entre mondialistes et souverainistes, entre ceux qui défendent les intérêts de corporations apatrides et ceux qui défendent les intérêts de l'État-nation. Protéger votre population de la manipulation psychologique étrangère, est-ce gauchiste? Alors les stratèges du Pentagone et du gouvernement indien sont des gauchistes. Quelle absurdité! Cette analyse ne part pas d'une idéologie, mais de la géopolitique et de la défense de l'intérêt national. Il ne s'agit pas de Marx, il s'agit de souveraineté. Utiliser ces épithètes est un écran de fumée pour ne pas faire face à la réalité, que le modèle que vous défendez est un modèle de soumission et d'extraction de ressources, tant matérielles que cognitives. Ouvrez les yeux. La guerre d'aujourd'hui est plus subtile. Et pendant que vous vous chamaillez avec des étiquettes périmées, les grandes puissances redessinent votre esprit. Précision 3, l'argument du libéral pur et dur par excellence. Chacun est libre de dépenser son argent comme il l'entend. C'est la sophisme la plus dangereuse, car elle se pare d'une aura de liberté individuelle. Mais de quelle liberté parlons-nous? Nous parlons d'une liberté conditionnée, induite et manipulée par des algorithmes d'intelligence artificielle conçus par des armées de psychologues et de neuroscientifiques. C'est la même liberté que celle du joueur compulsif face à la machine à sous ou de l'addict face à la drogue. Une liberté séquestrée par un système de récompense chimique dans le cerveau. La vraie liberté exige une information complète, une conscience et l'absence de contraintes. Rien de tout cela n'existe sur ces plateformes. Le libre arbitre n'opère pas dans le vide. Il est systématiquement piraté par des technologies qui connaissent vos faiblesses mieux que vous-même.
Argumenter la liberté ici, c'est défendre la liberté de la corporation d'exploiter, non la liberté de l'individu de choisir. Précision 4. La défense naïve de « ça ne fait de mal à personne, ce n'est que du divertissement ». Le mal n'est pas individuel et immédiat, il est collectif et à long terme. C'est un dommage systémique. C'est comme dire que la malbouffe ne fait pas de mal parce qu'un seul hamburger ne tue pas. Le mal est l'érosion du tissu social. L'encouragement d'une culture de la banalité, la dépolitisation de la jeunesse, la normalisation de l'exploitation des données. Le mal est l'augmentation des maladies mentales, la création d'une économie parasitaire qui ne produit rien de valeur réelle. Le mal est la perte de souveraineté cognitive. C'est permettre à des puissances ou des corporations étrangères de modeler le cerveau de notre future génération. Nies mal est d'une myopie crasse. C'est ne pas comprendre que les guerres du XXIe siècle se gagnent et se perdent sur le champ de bataille de l'esprit humain. Il n'y a absolument rien d'inoffensif dans une arme d'ingénierie sociale de portée massive. Absolument rien. En résumé, le phénomène des moins nantis qui font des dons aux streamers riches n'est ni un acte de charité ni de libre arbitre. C'est le résultat d'une opération d'ingénierie sociale à l'échelle mondiale où la solitude est commercialisée et la vulnérabilité psychologique est le modèle d'affaires. C'est une manifestation de la guerre hybride et du néocolonialisme numérique où des ressources, argent, données, attention sont extraites de la périphérie pour enrichir le centre. C'est une vaste opération de dépolitisation et de contrôle social qui maintient les masses sous sédatifs avec un opium numérique, tandis que leur avenir est démantelé. Les faits concrets concernant les actions de puissance, comme les États-Unis et l'Inde contre TikTok, le confirment. Il s'agit d'une question de haute géopolitique et de sécurité nationale. Ce n'est pas de la jalousie, ce n'est pas du communisme. C'est une analyse brute de la réalité du pouvoir à l'ère numérique. La question que vous devez vous poser est « Qui profite du fait que vous passiez des heures à regarder des banalités et à donner votre argent ?» La réponse n'est pas le streamer. Il n'est qu'un pion bien payé. Les véritables gagnants sont les mégacorporations technologiques et les appareils de renseignement qui se cachent derrière, cartographiant et modelant la société mondiale à leur guise. Il est impératif de se réveiller, développer une hygiène numérique, questionner les algorithmes qui régissent nos vies. Nous devons exiger la souveraineté numérique pour nos nations. Que les données de nos citoyens soient une ressource stratégique nationale et non une marchandise pour des corporations étrangères. Nous devons reconstruire les liens communautaires dans le monde réel, afin que personne n'ait à payer pour une fausse amitié à travers un écran. La bataille pour l'avenir est la bataille pour l'attention et pour la pensée critique. Ne la perdons pas par défaut, distraits par le cirque numérique. Je vous remercie de votre attention. Ce fut une analyse dense mais nécessaire. Nous ne pouvons pas laisser la complexité de la guerre moderne nous rendre indifférents. Nous avons mis sur la table les cartes que jouent les grandes puissances sur l'échiquier numérique. Maintenant, c'est à vous de réfléchir. Je vous invite à laisser vos commentaires ci-dessous, à débattre avec hauteur de vue. Ne tombez pas dans les insultes faciles. Argumentez, questionnez. La seule façon de combattre la manipulation est d'exercer notre propre pensée critique. Ne laissez personne penser à votre place. Rendez-vous à la prochaine analyse. Longue vie à la pensée libre et aux nations souveraines.